Eh ben, bonjour à tous, merci aux personnes qui sont venues dans cette troisième édition du Salon 2023. On est au troisième épisode et c'est l'interview du coup de Laurent de la Clergerie. Avant de démarrer, on voulait déjà quand même vous remercier de nous accorder un petit peu de votre temps et de vos journées qu'on imagine chargées pour répondre à nos questions. Merci, c'est avec plaisir. Voilà, et puis on peut tout de suite démarrer. Ok, bon, on va commencer par une question large. Est-ce que vous pourriez vous présenter en 2 minutes ce que vous voudriez nous dire de vous? Bon, alors Laurent de la Clergerie, je suis le fondateur du groupe LDLC que j'ai créé il y a maintenant 27 ans, dans une chambre. Donc l'histoire qui commence, qu'on lit dans les livres, ben, ça existe en vrai. Euh, Groupe qui s'est développé durant toutes ces années, spécialisé dans la vente de matériel informatique, tout d'abord sur Internet, et puis depuis 10 ans, on a largement développé un réseau de boutiques. Aujourd'hui, on a 100 points de vente. Et si je résume sur la fin, le groupe aujourd'hui, c'est 1100 salariés. On annoncera ce soir pour la dernière année 567 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, c'est plein de filiales puisqu'on ne vend plus que de l'informatique. On vend aussi de la puériculture avec l'armoire de bébé. On vend des solutions de tickets restaurants avec Anicop. On vend de l'électricité avec DLP Connect. Enfin, il y a une dizaine de filiales. On fait du sport. On a aussi une école, l'école LDLC, qui est une sorte de bachelor, qui n'est pas une école interne, qui est l'école que j'aurais aimé faire d'ailleurs. Une école sans devoir, sans, sans partiel, rien à apprendre, mais où on ressort quand même en connaissant des choses. Et puis c'est plein de projets à venir divers et variés. Ne serait-ce que demain, par exemple, on lance la garantie 3 ans sur tous les produits au lieu de 2. Voilà, on innove tous les jours. Et je parle pas de la semaine de 4 jours tout de suite. Mais... Donc, vous nous aviez prévenu, effectivement, vous avez pour habitude d'anticiper les prochaines questions. Justement, vous êtes donc quelqu'un d'engagé, c'est quelque chose qu'on comprend. Nous sommes de l'IAE, donc évidemment, l'école LDLC peut être quelque chose qui nous intéresse. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Là, vous nous avez parlé du bachelor, du parcours, des manières de contrôle qui sont peut-être un peu différentes. D'où est née l'idée en fait de cette école? Alors en fait, l'idée de l'école, j'ai pas été un grand fan de l'école. Moi, j'ai un diplôme d'ingénieur. Ensuite, j'ai suivi une licence de sciences éco pendant que je faisais à l'époque mon service militaire. Mais j'ai jamais été un grand fan de l'école. Si j'avais pu faire l'école à la maison, ce que font mes enfants pour l'histoire, c'est ce que j'aurais aimé faire. Et puis, apprendre pour apprendre et bachoter un cours, ça m'a jamais intéressé. Et j'ai toujours voulu faire une école post-bac qui correspondrait à ce que j'aurais aimé vivre. Et donc, l'école LDLC, bah, c'est un peu la jeunesse de ça, qui correspond un peu à... Pourquoi un bachelor? Parce qu'en fait, c'était aussi pour accompagner la façon dont je manage, tout en ayant une école qui aurait été l'école idéale pour moi. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une école sans notes, sans rien à apprendre. On fait que des travaux pratiques. C'est pas en alternance, hein, mais c'est en mode travail de groupe. En gros, ils vont avoir des cours standards et puis ils vont avoir à mettre en application les cours par groupe, par projet, par fil rouge sur 1 an, sur 3 ans. Financé par le groupe, c'est-à-dire que c'est une école qui coûte par an 1 996 euros. Pourquoi 1996? Parce que c'est la date de création de LDLC. Et où les étudiants vont donc être formés pour être capables demain d'être entrepreneurs ou intrapreneurs avec cette optique. Donc je disais qui me ressemble, c'est d'être capable de parler à tout le monde. C'est-à-dire qu'ils sont formés en informatique, en marketing, en gestion, en commerce, ils seront sans doute à la sortie experts dans un domaine qui est celui qui les intéresse, mais ils sauront parler à tous les autres. C'est un peu comme ça que je fonctionne moi dans la boîte, c'est-à-dire que ma spécialité, si j'en avais une, c'est l'informatique, je suis né dedans. Par contre, si on me présente un bilan comptable, si je dois parler avec le marketing, si je dois parler au commerce, si je dois parler à la logistique, je sais tous leur parler, je connais tous leur métier. Par contre, je ne suis pas expert, c'est eux de gérer le métier. D'accord. Est-ce qu'un parallèle, en tout cas sur les manières d'enseigner, peut être fait avec 42, l'école de Xavier Alors, Niel? 42, il n'y a pas de prof. Il y a des projets et on se débrouille. Là, il y a quand même des profs, il y a quand même des cours où il va y avoir du théorique, mais à aucun moment ils vont devoir réciter ce théorique. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de contrôle de connaissances. Par contre, il va y avoir de la mise en pratique des cours pour forcer à l'acquisition. Il y a aussi une autre chose qu'ils ont, c'est que toutes les semaines, ils ont un intervenant extérieur qui vient raconter son histoire. Parce que ça, c'est quelque chose que j'avais adoré. On n'en avait pas beaucoup. On avait, et si j'en avais 2 par an qui venaient raconter leur histoire, c'était le top. Mais c'est ce qui, moi, m'a fait rêver en tant qu'étudiant, les histoires des autres. Donc là, toutes les semaines, ils ont quelqu'un qui vient raconter son métier, son histoire, son projet.
ou des choses qui sont mises en place. Là, par exemple, ça peut être Team for the Planet aussi qui vient les voir. C'est vraiment ouvert à tous les sujets pour les éveiller au maximum sur un maximum de choses et puis leur projeter des possibilités de futur pour eux. Et justement, vous parliez de Team for the Planet. Vous êtes quelqu'un, du coup, très engagé écologiquement parlant? Alors, en fait, Team for the Planet ou Time for the Planet juste avant, euh, je suis tombé sur leur projet par hasard. C'est-à-dire que l'histoire, si je la reprends, c'est un jour, je fais un post sur LinkedIn où je dis arrêtez de dire qu'il faut sauver la planète, c'est nous qu'il faut sauver, la planète, elle se portera bien. Par contre, il y a un vrai sujet et je suis prêt à entendre des idées et autres. Et à ce moment-là, il y a des équipes, les gluons de Time for the Planet, enfin Team for the Planet aujourd'hui, qui sont venus vers moi en disant mais tu sais que ça existe. Et en fait, je suis allé voir leur site, j'ai trouvé ça génial, c'était il y a 2 ans. J'ai investi à titre perso. Et je me suis dit, mais à titre perso, je ne peux pas mettre assez. À l'époque, ils avaient levé à peu près 2 millions d'euros. Enfin, ils étaient à 1,8 million d'ailleurs. Et je regarde le truc, je me dis, mais en fait, ils n'ont pas assez d'entreprises où les gens ne mettent pas assez. Et du coup, j'ai décidé qu'LDLC mettrait 200 000 euros, ce qui les faisait passer à 2 millions. Et pour montrer qu'en fait, parce que je trouvais le projet génial, réunir un maximum de particuliers qui mettent 10, 20, 50, 100 euros, c'est top. Mais si on voulait que leur mouvement décolle, il faut que les entreprises le prennent aussi en main. Parce que finalement, c'est elles qui polluent la planète. Alors vous aussi, hein, quand vous achetez un téléphone trop souvent ou des choses comme ça. Donc les clients de LDLC sont des pollueurs. S'ils sont trop impulsifs, ouais, trop compulsifs, oui. Mais justement, l'idée c'était de dire aux entreprises, bah, regardez, nous on a confiance en ce projet, donc allez-y. Ça n'a pas marché tout de suite. Il a fallu encore 1 an de plus. Quand ils sont arrivés proches des 10 millions, nous on a mis 800 000 de plus pour les refaire atteindre les 10 millions. Donc du coup, on a mis 1 million au total. Et depuis, ça bouge, puisque je sais que Decathlon va rentrer dedans et que d'autres rentrent dedans. Et ça y est, c'est vraiment en train de prendre son ampleur. C'était la volonté du truc, c'était de montrer, nous, on croit au projet, donc les autres entreprises, croyez-y. Et oui, ça fait partie des sujets que je prends souvent, enfin, dont je parle souvent, parce que je pense que leur projet est génial, mais que, bon, bien sûr que la puissance du collectif, la team, permet de le faire connaître, mais si on veut vraiment que ça décolle et qu'il lève des fonds, il faut que les entreprises s'y intéressent. Et c'est pour ça, effectivement, que je me bats pas mal pour ça. Très bien. Enfin, LDLC est aussi le gros partenaire de l'ASVEL. C'est vrai que donc depuis combien de temps est-ce que LDLC est partenaire? Je pense que ça fait 8 ans, je me trompe peut-être à 1 an près. Et que le naming date d'il y a 4 ans. Ouais, oui, 4 ans, puisque ça correspond au titre. Depuis que ça s'appelle LDLC Asvel, ils gagnent tout le temps. Cette année, c'est mal barré. Et justement, pour combien de temps encore? Alors, on a signé pour 10 ans le naming. Donc pour un moment encore. Ça ne s'est pas prêt s'arrêter. Et justement, à ce propos, là, il y a le projet de la salle Arena entre Monsieur Aulas et Tony Parker. Qu'en est-il du coup du stade Du stade, dans quel sens? de, De du sta- la... de votre stade LDLC Asvel? Alors, LDLC Asvel, ils jouent à Villeurbanne tous les matchs de français et ils vont jouer à l'Arena tous les matchs européens. C'est ça, en fait, le deal aujourd'hui qui va se passer entre les deux. Je crois qu'il y a 3 matchs européens qui seront quand même joués à Villeurbanne, mais globalement, les 2 salles vont tourner de façon totalement normale. Ok, donc il n'y aura pas de concurrence à ce niveau-là. Non, et ça, c'était un accord qu'ils avaient entre eux dès le départ. Est-ce que un cofinancement a été sollicité du coup auprès de LDLC pardon, pour cette salle ou pas du tout? Alors, LDLC pour la salle n'est que Nemer. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout financé la salle, on a juste payé pour avoir notre nom accroché au nom de la salle. Très bien, très bien. Ok. Alors on va continuer, on va changer un petit peu de sujet. En faisant nos recherches, on s'est rendu compte que vous aviez aussi plusieurs casquettes. Vous êtes président de la société NLCL avec le site J'ai plus de croquettes. C'est Je ne suis pas président, je suis associé. associé. Bon, vous êtes plus juste. Il y avait aussi Standing, une boutique de déco à Lyon, associée chez Multiworld, une salle de réalité virtuelle à Bourgoin. Justement, on ne le sait pas souvent. Comment vous arrivez? Est-ce que ça prend du temps aujourd'hui dans vos activités? Alors, en fait, moi, je gère vraiment LDLC et après, il y a pas mal de projets dans lesquels soit je suis associé, soit je suis partenaire, soit bon, j'ai investi ou autre.
mon temps à moi, il est essentiellement consacré à LDLC. Et après, sur les autres projets, je vais être là en conseil, pour aider de temps en temps, en financier. Mais typiquement, ça me prend quasiment pas de temps. Les projets que vous venez de citer, si j'y passe une journée par an, c'est le grand maximum. Donc c'est comme ça que j'arrive à gérer tout, parce que sinon, c'est pas possible. Ok, bon, j'allais vous poser la question, est-ce que vous arrivez à le faire en 32 heures du coup? J'imagine que... Bah, en une semaine. Donc c'est large. Et puis je le sais, vous vous interrogez sur votre rapport à l'entrepreneuriat. Quel est votre rapport justement à ce sujet-là? Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes qui veulent se lancer aujourd'hui, les évolutions actuelles de l'entrepreneuriat? Alors, moi, l'entrepreneuriat, j'y suis tombé tout jeune. Globalement, j'avais écrit en 5e que je voudrais être chef d'entreprise plus tard. Cette rédaction, ma sœur l'a retrouvée et c'est amusant parce que la première phrase, c'est depuis que je suis en maternelle, je vais être entrepreneur. Donc, en fait, je sais que ça remonte plus loin que ça. Donc, j'ai toujours voulu être entrepreneur. Les générations ont changé aujourd'hui. Moi, quand je me suis lancé il y a 27 ans, on avait un gala de l'école 5 ans plus tard et tout le monde est venu me voir en me disant « Mais t'es un grand malade d'avoir lancé ta boîte en sortant de l'école, c'est complètement taré ». Ça a changé. Il y a la volonté d'entreprendre en sortant de l'école a changé, mais les raisons qui font que je l'ai fait à l'époque sont toujours aussi bonnes aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que j'expliquais à l'époque à tous mes camarades qui me prenaient pour un fou, c'était de dire, mais finalement, je lance ma boîte en sortant de l'école, je fais 1 an, 2 ans, je me plante, j'ai la plus belle ligne que recherche un entrepreneur sur le CV. Parce qu'en fait, quand on est de l'autre côté et qu'on est entrepreneur, on cherche des gens qui ont envie d'oser, qui ont envie d'avancer. Et c'est beaucoup plus beau d'avoir fait une boîte et de s'être planté au bout de 2 ans que d'avoir fait n'importe quelle autre expérience. Et puis de chercher un nouveau job ou d'avoir, enfin, on n'a pas le truc. En fait, ce qu'on cherche, c'est justement ce genre de profil. Et ce que je leur disais, en fait, moi, j'ai jamais eu le sentiment de prendre un risque parce que clairement, je m'étais dit, si je plante la boîte au bout de 2 ans, je suis sûr que ce ne sera pas un problème de trouver un job parce que les gens se diront, ce gars-là, il ose, donc il fait partie de ceux qu'on a envie de voir. Et c'est exactement, c'est toujours vrai aujourd'hui, je pense que c'est même encore plus vrai. Alors ça fait moins peur parce que ça devient une volonté. À l'époque, franchement, un jeune, ingénieur, école de commerce, qui sortait et qui se lançait sa boîte, c'était anecdotique, hein. C'était même fou. C'était tellement, trouver un job était tellement facile et être sécure, c'était tellement, voilà, que c'était pas dans l'esprit. Mais ça n'a pas changé. C'est vraiment, si on doit lancer sa boîte, pour moi, c'est tout de suite. Parce qu'en fait, il y a un deuxième piège, c'est qu'une fois que vous avez, et ça c'est quelque chose que je vois avec l'école LDLC, en fait, l'école LDLC, je l'ai créée pour qu'ils deviennent entrepreneurs à la fin. Puis ils font leur stage de fin d'études de 6 mois, et les 2 tiers se font recruter sur le stage de fin d'études. Et quand on a un job, dur de lancer sa boîte. Alors, il y en a qui le font après, finalement. Mais en réalité, une fois qu'on est installé, qu'on a des enfants, si on a un job fixe, ça devient très, très dur de tout lâcher pour lancer une boîte. Donc, le meilleur moment pour prendre le risque d'y aller, c'est juste après les études, quand on n'a rien à perdre, quitte à se planter. Mais c'est pareil, une fois qu'on est dedans, on avance. Pour prendre le début de LDLC, on en parlait tout à l'heure, la boîte, au départ, s'appelait EasySoft. EasySoft, on s'en doute, c'est pas un site web qui vend du matériel. Non, parce que ma formation, c'était traitement du signal et autres, mais j'étais passionné de développement et donc j'avais créé une boîte pour développer des logiciels pour les autres au départ. Et globalement, j'avais un premier logiciel que j'avais fait pour mon père qui travaillait chez Renault et la boîte a été créée pour vendre ce logiciel à Renault, qui ne l'a jamais acheté. Et donc j'avais une boîte et plus rien. Et j'ai commencé à développer des logiciels pour d'autres. Le site web est né de ça, c'est qu'à l'époque, on était au tout début d'Internet et je ne savais pas coder sur Internet, donc j'ai voulu apprendre et j'ai développé un site de vente de matériel pour apprendre. Ça a fait la suite de l'histoire, c'était pas prévu. Mais en fait, une fois que j'étais dedans, j'avais plus le choix, même si mon premier projet était foiré, et j'avais une boîte et il fallait la faire tourner. Donc, une fois qu'on est dedans, c'est ce qui est génial, c'est qu'on peut... il n'y a plus qu'à avancer, il faut nager. Une fois de plus, vous avez un peu anticipé ma question d'après, justement. Il y avait eu ce projet aussi, j'avais noté, de 4 amis, un projet un petit peu annexe de lancer un restaurant qui faisait squash en même temps et qui n'avait pas su trouver son public. Quel est justement votre rapport à l'échec, le changement, aux difficultés, comment les surmonter? Alors, 4 amis, c'est un échec, c'est effectivement un projet de restaurant, parce que j'ai aussi voulu être restaurateur dans ma vie, et pour le moment, je n'ai pas réussi, mais je n'ai pas abandonné encore. J'y reviendrai, ça viendra plus tard.
Par contre, c'est pareil, on n'a pas besoin de parler de Kazemi, on peut même parler de l'histoire d'LDLC. L'histoire d'LDLC, si vous prenez le début et aujourd'hui, l'histoire est magnifique. Sauf que dans la réalité, la boîte, elle a failli couler au minimum 3 fois. La première fois, un truc que vous lirez dans les livres de management, quand une boîte grandit trop vite, elle a un problème de cash. Et quand elle n'a pas de cash, elle ne peut plus payer ses fournisseurs, elle ne peut pas fournir les clients et elle peut couler alors qu'elle se porte super bien. Mais en fait, elle ne peut pas acheter. Donc c'était la première fois où on a failli couler. La deuxième fois, c'était en 2005. C'est un déménagement qui se passe très très mal, l'entrepôt. On est sur une croissance de 40% cette année-là. On passe de 150 à 220 millions d'euros. On change d'entrepôt. On met l'entrepôt en route. Alors, il y avait eu des tests avant qui marchaient en plus petite échelle, mais le jour où on met en grande échelle en route, on traite normalement 2000 commandes par jour et pendant 15 jours, il y a 0 commande qui vont sortir. Donc, on se retrouve avec 30 000 commandes de retard, des clients qui râlent, qui nous insultent sur Internet. L'image qu'on avait pu construire de super prestataires pendant des années, elle s'effondre. D'un coup, on devient des escrocs. Et puis, les clients appellent en disant « Allez faire ma commande ». Bah oui, mais j'ai 30 000 comme vous, c'est pas possible. Et ça a failli nous couler et on va s'en sortir parce qu'on va tout redévelopper. Et pour le coup, on a de la chance, c'est que, ok, le prestataire n'y arrive pas, mais nous, on est développeurs et on va coder à la place, on va recoder le système. Et c'est comme ça qu'on va s'en sortir, mais ça va prendre 4 mois et puis on va perdre 5 millions cette année-là et on va avoir la boîte en difficulté. Et la dernière fois où ça a failli mal se passer, c'est la fois où on a racheté notre principal concurrent qui faisait la moitié de notre taille. Et en fait, intégrer les deux boîtes ensemble, ça n'a pas été simple du tout. Ça a coûté très cher, et tellement cher que ça a puisé dans notre réseau et qu'on s'est retrouvé quasiment en dépôt de bilan à un moment. J'étais obligé d'expliquer aux salariés qu'on ne pouvait plus payer URSSAF, on ne pouvait plus payer la TVA, et que ça allait pas bien. Et d'ailleurs, si vous regardez le cours de bourse d'LDLC, vous verrez bien les différentes vagues. Il fallait acheter à chaque creux et revendre à chaque sommet. Vous seriez riche. Mais ça s'anticipe pas non plus, parce que j'ai jamais vendu au bon moment ou acheté au bon moment, même moi qui suis au courant. Justement, vous parliez du coup des grandes difficultés qu'LDLC a pu rencontrer, mais il y en a une par-dessus laquelle vous êtes passé mais haut la main, c'est la crise sanitaire, où vous êtes une des seules entreprises, en tout cas françaises, à avoir très bien survécu cette crise sanitaire. Comment, pourquoi? Alors, il y a plein de raisons. Une raison principale, c'est que forcément, on vend de l'informatique et ça a été la demande de tout le monde pendant la crise sanitaire. Après, ça n'a pas été si simple que ça en a l'air parce qu'en réalité, en face, on avait des transporteurs, par exemple, qui étaient saturés de colis et qui refusaient les colis. C'est-à-dire que vous envoyez les commandes, ce n'était pas pour autant simple, on les avait. Mais en fait, en face, ils nous disaient, on ne peut traiter pour vous que 5000 colis par jour. Ok, mais j'ai 10 000 commandes. Et la Poste, c'était même pire. Le lundi, mardi, ils traitaient pour le jeudi, vendredi, en tout cas 2 jours dans la semaine, ils ne traitaient pas du tout les colis. Donc en fait, il a fallu s'adapter à tout ça. Mais sur le côté typiquement de la période, c'était plutôt facile. Après, la deuxième chose qui a été très facile pour nous, c'est qu'effectivement, avec la crise sanitaire, on est passé en 100% télétravail. Mais en fait, on télétravaillait déjà chez LDLC. Et tous les postes télétravaillables étaient déjà. Alors, c'était qu'un jour par semaine, mais en tout cas, tous les dispositifs étaient en place. Donc, quand il a fallu passer en 100% télétravail, ça a été instantané. Du jour au lendemain, tous nos services sont passés en 100% télétravail sans aucun problème. Bon, les gens sont venus chercher leur siège et leur ordi au bureau, mais globalement, il n'y a pas eu de difficulté. Et puis après, il y a eu la croissance à gérer. Et là, je vais un petit peu déborder sur le sujet de la semaine de 4 jours qu'on avait mis en place, mais qui a... on reparlera dans le détail des choses, mais il y a un chiffre qu'il faut retenir quand même qui était très fort, c'est qu'en fait, avant cette période du Covid, on faisait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pendant le Covid, on est monté à 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, alors qu'on était passé aux 4 jours 32 heures et sans recruter. C'est-à-dire qu'on a fait 40% de croissance en travaillant moins, sur le papier, en nombre d'heures et en nombre de jours, mais en travaillant beaucoup plus en réalité et sans fatiguer les équipes, parce que je tiens à dire qu'elles n'étaient pas fatiguées, et ça s'est fait tout seul. On parlait aussi beaucoup en tout cas pendant le premier confinement, de la première ligne, de ceux qui étaient au boulot. Je peux vous dire que c'était vraiment ça. Dans les entrepôts, ils avaient peur parce qu'on ne savait pas ce qu'on avait en face de nous. Et les 2 premières semaines, les gars, ils étaient comme ça dans les entrepôts, à se dire on est ensemble, il n'y avait pas de masque, il n'y avait rien du tout. Et c'était vraiment un peu le stress. Donc j'y suis allé avec eux, c'était content qu'on soit là avec eux justement pour dire vous n'êtes pas tout seul. Mais ça fait partie des choses qui les ont soudés aussi derrière, parce que
Passé ces 2 premières semaines, une fois qu'ils savaient qu'entre eux ça allait, il y avait plus de stress et au contraire ça se passait très bien. Pour même la petite anecdote, ils ont râlé le jour où on leur a forcé à porter des masques parce que comme on leur a dit pendant le moment où c'est la grosse crise, vous n'avez pas de masque, maintenant vous devez en mettre. C'était un petit peu, mais qu'est-ce qui nous embête avec des masques alors qu'on nous a dit de pas en porter au départ. Justement, la semaine de 4 jours, parlons-en. Ça devient, je pense, quelques mots que vous employez énormément tous les jours. Alors donc, on va essayer de partir de la base. Comment avez-vous instauré la semaine de 4 jours? Quel a été le discours que vous avez adopté auprès des équipes et comment ça a été reçu? Alors, en fait, la semaine de 4 jours, c'est venu d'une idée. Enfin, il faut savoir que depuis 5 ans, chez nous, la priorité, avant toute chose, avant même le chiffre d'affaires, c'est le bien-être des salariés. C'est-à-dire qu'on s'est focusé en se disant maintenant, tout ce qui est important, c'est que les salariés se sentent bien. Et parce qu'on se sentira super bien dans la boîte, je suis convaincu qu'on fera du chiffre d'affaires parce que les gens seront efficaces. Et on a fait pas mal de choses comme ça. On a viré toutes les primes qui existaient dans la société, même les primes des commerciaux, il n'y en a plus. On a mis des coachs, on a augmenté le salaire minimum. Aujourd'hui, le salaire minimum chez nous, il est à SMIC plus 25%, soit 2136 euros brut. On a une salle de bowling en plein milieu du siège. Voilà, on a un cadre de travail qui est idéal, quelque part. Et en fait, dans cette démarche, à un moment, je suis tombé sur un article qui parlait de la semaine de 4 jours. C'était Microsoft qui l'avait tenté au Japon en août 2019, qui ne l'a pas continué, mais qui disait que ça avait été très efficace. Mais du fait qu'il ne l'ait pas continué, beaucoup de gens auraient fermé l'article et se seraient arrêtés là. Sauf qu'en fait, comme ma démarche c'était que les gens se sentent le mieux possible dans l'entreprise, je me suis dit, mais ça ferait quoi en vrai si on travaillait 4 jours chez nous? Et je suis parti en bille en tête de me dire, bah, je vais imaginer les conséquences. Donc côté personnel, je dis, bon, eux, ils devraient bien l'accueillir. Pas le problème. Donc c'est plutôt de mon côté qu'il faut voir les problèmes. Les problèmes qu'il y avait, globalement, le premier, c'est simple, c'est que si on travaille 4 jours, on travaille 8h45 par jour, ce qui fait des journées longues. Alors vous n'en avez pas encore, mais le jour où vous avez des enfants, c'est encore plus compliqué parce que si vous devez les récupérer à l'école ou les emmener le matin, eh ben, vous avez un quart d'heure pour manger entre les deux. Donc ce n'était pas possible et c'est pour ça qu'on est passé sur ce 4 jours 32 heures, c'était dire la journée ne doit pas dépasser 8 heures pour qu'on ait au moins le temps de manger entre midi et 2. Et évidemment, quand on est chef d'entreprise, bah, les questions suivantes, c'est si je passe aux 32 heures, est-ce que je maintiens les salaires? Bah oui, sinon ça ne va pas plaire. Et si je maintiens les salaires, combien ça va coûter? Et pour le coup, je m'étais dit, dans les bureaux, je pense qu'il y aura une certaine perte d'efficacité qu'il peut y avoir au quotidien, qu'il y aura moins du fait que les gens soient plus reposés, ne serait-ce que le vendredi après-midi où les gens travaillent 1 heure sur 2. Et donc sur les 3 heures du vendredi après-midi, il n'y en a qu'1 heure et demie de vraiment perdu. Et à la fin, je m'étais dit, bah, ça va coûter 1,5 million d'euros à la boîte. Alors pour donner une proportion à ce chiffre, en gros, on faisait 10 millions de résultats, donc je perdais 15% de mon chiffre. Sachant que je suis en bourse, perdre 15% de mon chiffre, c'est décoter la valeur de ma boîte de 15%. Donc théoriquement, si je suis pur financier, je ne fais pas ça, c'est une connerie. Mais comme la priorité pour moi, c'était le bien-être des collaborateurs, je me suis dit, bah, c'est pas grave, on y va. Pour la mise en place, après, c'était plutôt simple. Alors, quand on annonce ça, ça fait peur. Alors, les salariés sont super contents. Mais ça fait peur en fait en vrai en interne parce que bah, dedans il y a des gens qui sont super impliqués, qui déjà en 5 jours ont du mal à faire leur boulot et quand on leur dit qu'il va falloir le faire en 4, même si on recrutera éventuellement si c'est nécessaire, bah, ils ne s'imaginent pas déléguer et donc ça va être dur. Il y a des managers qui se disent le jour où je ne suis pas là, les gens ils vont rien faire. C'est pas vrai. Et puis il y a tous les plannings à refaire parce qu'en fait c'est pas on ferme le vendredi, c'est on fonctionne totalement normalement. On est ouvert 5 jours sur 7 dans les bureaux, 6 jours sur 7 en relation client et les boutiques, voire quand les boutiques sont en zone touristique, 7 jours sur 7. Donc on doit refaire l'intégralité des plannings avec des gens qui ne travaillent que 4 jours par semaine. Et c'est ça en fait qui était le travail le plus lourd. Et trouver la façon pour que ça fonctionne, parce que si je vous demande quel jour vous voudriez, bah, le vendredi va venir largement en tête. Ensuite, il y a le mercredi et puis après, il y a les autres jours. Et pour moi, ça ne fonctionne pas parce que si les gens prennent tous le vendredi et le mercredi, je ne peux pas gérer la boîte correctement. Donc, il a fallu créer des binômes de personnes qui ont une semaine sur 2 le jour qu'elles souhaitent et une semaine sur 2 un jour qui a permis à l'entreprise de fonctionner. Et on a mis tout ça en place pendant 6 mois et on s'est lancé maintenant il y a 2 ans. Et depuis 2 ans, donc, on tourne avec cette semaine de 4 jours en 32 heures. Et ça n'a pas
coûter d'argent. Ça, c'était la grande surprise. Parce qu'on s'est rendu compte qu'au final, on travaillait mieux en 4 jours 32 heures qu'en 5 jours 35 heures. Et beaucoup mieux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec les chiffres, on faisait 40% de croissance sans recruter et sans fatiguer les gens, au contraire en les déstressant complètement. Ce qui fait réfléchir sur le pourquoi du comment, et moi ça fait 2 ans que j'essaie de comprendre pourquoi et que j'ai différentes pistes. Mais il y en a une majeure, à mon sens. Alors, on parlait d'écologie tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez lu la BD de Jean Covici, mais dedans il explique une chose par rapport à l'évolution de l'homme et de la techno, etc. C'est qu'avant, on travaillait dans le champ avec nos mains et qu'on produisait un certain nombre d'énergie pour faire un trou et qu'on n'était pas capable de faire des gros trous très vite. Et puis un jour, on a découvert le pétrole qui est 1000 fois plus puissant que nos mains et qu'on a fait des trous beaucoup plus vite. Et que c'est toute l'ère d'industrialisation et tout ce qui s'est passé derrière. Le problème aujourd'hui par rapport au stress et tout ce qu'on vit, c'est qu'on a oublié autre chose. C'est qu'on a en face de nous des ordinateurs qui, un peu comme le pétrole, sont devenus super puissants, qui calculent plein de données, qui on peut analyser plein de choses, qui sortent des projets à toute vitesse. On peut faire plein de choses à toute vitesse. Et en face de tout ça, on a un cerveau. Et ce cerveau, ben, il n'a pas la puissance des ordinateurs, plus. Avec ChatGPT, ça va encore plus loin. Mais il est déconnecté de tout ça. Et on ne lui laisse pas le temps de se reposer. Au contraire, on le sature. On le sature avec le travail, mais pas que. On le sature avec la vie sociale, avec les réseaux sociaux, avec l'information qu'on a non-stop, avec les documentaires, vidéos qu'on peut regarder non-stop. On ne le laisse plus se reposer. Ce qu'on s'est rendu compte avec cette semaine de 4 jours, bah, c'est que ce jour, au milieu de la semaine, qui permet de déconnecter, il permet vraiment de déconnecter de tout. Et il permet aux gens de retrouver du temps pour eux. Typiquement, quand je l'ai mis en place, il y avait des femmes à qui j'ai dit bah, tu vas pouvoir profiter du mercredi pour tes enfants, et qui m'avaient répondu ah non, surtout pas, t'es complètement taré, Laurent. Je vais prendre le lundi, j'aurai ni mon mari ni mes enfants, ce sera génial. Et c'est ça, en fait, ce jour-là. C'est un jour où on reprend du temps pour soi. Parce quand on est en entreprise, en tout cas, étudiant, vous avez encore un petit peu de temps à vous, mais quand on est en entreprise, on le perd ce temps-là, parce qu'on se consacre dans le travail. Et puis quand on est en entreprise, globalement, une journée de travail, c'est du matin où je me lève jusqu'au moment où je mets les pieds sous la table le soir, quel que soit ce que j'ai eu comme temps de travail dans la journée, j'ai pas réellement eu le temps d'avoir une journée qui ressemble à quelque chose. Et c'est ça toute la semaine. Donc ce jour off, il crée cette coupure qui fait que derrière, on a un vrai week-end et qu'on revit et qu'on est beaucoup plus productif, puisqu'en fait, on rééquilibre vie perso, vie pro. La vie perso étant largement équilibrée dans ces 3 jours, quand on revient au boulot, ben, on n'y pense pas. On n'est pas dans ces problèmes perso, merde, j'ai pas eu le temps de gérer tel rendez-vous, j'ai pas eu le temps de faire ça. Du coup, on travaille mieux, parce qu'on a du temps. Quand on travaille mieux, on finit son travail. Quand on rentre chez soi, on ramène pas de travail. Du coup, on vit mieux, et ainsi de suite. Et en fait, c'est toute la magie que j'ai découvert dans cette semaine de 4 jours, que je ne savais pas avant de le mettre en place, qui fait qu'en fait, c'est hyper productif, que ça change la vie des gens. Je ne créerai plus jamais une boîte qui n'est pas aux 4 jours, parce qu'en fait, ça n'aurait pas de sens. Et qui fait que bah, aujourd'hui, j'en fais la promotion constante, parce que autant si ça avait coûté, comme je l'avais imaginé au départ, 5%, que j'étais allé vers d'autres chefs d'entreprise et que je leur avais dit, écoutez, mettez la semaine de 4 jours, vous dépensez 5% de votre masse salariale, et puis c'est vogue la galère, j'aurais pas eu beaucoup d'écoute. Autant aujourd'hui, quand je leur dis vous allez changer la vie des gens, et en plus bah, vous allez vous rendre compte que même pour l'entreprise ça fait du bien, parce que ça change le climat dans l'entreprise, ça vous rend plus efficace, bah, ça vaut vraiment le coup de se poser la question. Si on va un petit peu plus loin, du coup, sur cette semaine de 4 jours, vous avez déjà bien répondu à pas mal de nos questions. Est-ce que pour vous, ça veut dire forcément 32 heures? Alors, pour moi, ça veut dire 32 heures. Après, je pense que pour les gens qui ont peur, il faut y aller même en 35 heures. Je sais que les boîtes qui l'ont fait en 35 heures, les gens ont à peu près le même résultat derrière sur leur bien-être. Après, c'est pas forcément viable de la même façon. S'ils ont des enfants, ils le vivront plus mal que ceux qui ont pas d'enfants, enfin, qui ont pas d'enfants, pour qui ce sera plus facile. Le résultat reste le même dans tous les cas. On a même, pour être très transparent, un des concurrents qu'on avait racheté, Matériel.net, était à 39 heures avant qu'on passe à la semaine de 4 jours. Ils sont passés de 39 à 32 heures. Et on produit autant qu'avant. C'est-à-dire qu'avec une vraie journée de travail en moins, globalement en nombre d'heures, on n'a pas eu de perte d'efficacité. Donc on ne perd pas l'efficacité. Ce que j'explique aux personnes, c'est qu'en gros, quand on vient au boulot le matin, qu'on est 8h ou 8h45 dans la journée, je suis convaincu qu'on va faire exactement le même travail, plus ou moins dilué. Et qu'en réalité, c'est un faux débat, le débat des 32 ou des 35 heures. Mais on est face à des gens qui ont peur par rapport à leur boîte, donc je comprends qu'ils
il faille avancer peut-être pour eux par étapes, qu'ils se rendent compte dans le temps. On est au début. On en parle beaucoup aujourd'hui. Il faut savoir que la semaine de 4 jours 32, 4 jours en tout cas, elle existe depuis un moment. Elle avait été initiée il y a très longtemps, en 4 jours 32 heures, à l'époque des 40 heures, en échange de 10% d'embauche, et c'était financé par l'État. Il y avait 400 boîtes qui y étaient passées, et la plupart y sont restés depuis cette époque-là. Mais en réalité, il y a des boîtes qui le font depuis 10 ans, en offrant le vendredi. Et c'est plein de petites structures. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont choisi pour eux, par des boîtes de 2, 3, 5, 10 personnes, de le faire. Donc personne n'en parlait. On en parle aujourd'hui parce que globalement, on est arrivé avec 1000 salariés qui sont au 4 jours 32 heures, et on a dit ça marche. Et là, ça interroge parce que d'un coup, c'est visible. On est dans un contexte où on en parle, où il y a d'autres pays européens qui testent, et du coup, ça interpelle. Moi, je suis convaincu que c'est l'avenir, et que ce sera sans doute 4 jours 32 heures. Mais il faudra du temps parce que il faut changer des mindsets. Le reproche qu'on me fait le plus souvent, sachant que la France, on a un problème qui était les 35 heures, on était un peu traumatisés. Et le reproche qu'on me fait le plus souvent quand je dis que c'est 4 jours 32 heures, c'est vous détruisez la valeur travail. Ce à quoi je réponds, écoutez, chez moi, les gens travaillent mieux, aiment à nouveau leur travail. Donc je ne pense pas que j'ai détruit la valeur travail. Au contraire, je pense que je l'ai reconstruit. Et qu'ils ont réappris à apprécier de venir au travail et réappris à vivre normalement, parce qu'il n'y a plus de stress, il n'y a plus de burn-out, il n'y a plus tout ça. Ok, donc on comprend que pour vous, c'est quand même 4 jours égale 32 heures. Et est-ce que ça veut dire sans forcément baisse de salaire aussi? C'est même logique en fait, puisqu'on produit plus. C'est-à-dire que si à la limite, je m'étais rendu compte que les gens faisaient 9% de travail en moins, on pourrait se dire, bon, le 4 jours 32 heures, il ne tient pas. Mais finalement, ils font sans doute 10-15% de travail en plus en étant reposés, parce que justement, ils sont reposés. Donc baisser un salaire quand la productivité est à minima la même, pourquoi? C'est ce qu'on paye, c'est le travail rendu. Là encore, au niveau de l'organisation, vous nous avez parlé de cette histoire de binôme. Comment vous l'avez mis en place? Est-ce qu'il y avait d'autres dispositifs? Et notamment aussi au niveau des parties prenantes, comment se sont adaptés l'écosystème des entreprises qui travaillent autour de vous? Est-ce qu'il y a eu une adaptation ou pas? Alors pour la mise en place en interne, ça a été assez simple, c'est-à-dire qu'en fait, on est venu vers les équipes diverses et variées en leur disant, vous vous débrouillez, moi je veux que de l'extérieur, on ne sache pas que vous êtes aux 4 jours. Donc vous gérez entre vous la façon dont vous allez gérer vos plannings. Mais il ne faut pas que ce soit visible qu'on est passé aux 4 jours, c'est-à-dire que vous devez être capable de répondre de façon totalement normale à l'extérieur. Après, effectivement, avec l'écosystème extérieur, il y a des interactions. Je vais prendre un commercial, par exemple, qui a ses clients, qui un jour par semaine n'est pas là. En fait, il a dit à ses clients, si tu m'appelles ce jour-là, ce ne sera pas moi. Donc si c'est urgent, le client appellera ce jour-là, mais sinon, il s'adapte totalement. Et s'il n'y a pas d'urgence, il sait qu'il n'aura pas son commercial ce jour-là. Et le système s'adapte très très bien, il n'y a pas de souci. Et donc ça s'est fait sans forcément embaucher en plus pour Il compléter? n'y a pas eu besoin, et c'était la grosse surprise, il n'y a pas eu besoin d'embaucher du tout en passant aux 4 jours 32 heures. Et on pourrait aussi tenter d'avoir des critiques justement sur ces 32 heures. Est-ce que du coup, vous nous l'avez fait comprendre, sur la performance, vous n'avez pas eu de baisse? Est-ce que vous pensez que si vous étiez resté aux 35 heures et 5 jours, vous auriez pu avoir une plus grande croissance? Non, alors le chiffre d'affaires a été lié au Covid, pas été lié aux 4 jours 32 heures. Mais non, j'aurais pas eu plus de croissance, et je pense qu'au contraire, j'aurais des gens fatigués et j'aurais dû recruter si j'étais resté aux 5 jours 35 heures. Parce que justement, il y aurait eu cette dynamique constante de l'entreprise où on est dans ces jours où on est fatigué. Parce que pour vous le montrer très concrètement, la semaine de 5 jours, c'est vraiment 5 jours où globalement, vous travaillez tous les jours, du moment où vous vous levez au moment où vous allez manger le soir. Même si vous avez quasi 2 trucs dans la soirée, vous avez le sentiment de cette semaine qui défile. Puis arrive le week-end. Le week-end, vous allez vous occuper le samedi de tout ce que vous n'avez pas eu le temps de faire, que ce soit des courses, que ce soit des divers trucs. Et puis le dimanche, prendre un peu de temps pour recommencer une semaine de 5 jours dès le lundi. Et ça, constamment. Quand vous travaillez 5 jours par semaine, vous l'entendrez dans toutes les boîtes, même en stage, quand vous y serez, ils vous diront tous vivement les vacances que je prenne un break. Parce qu'en fait, on a ce sentiment que ça ne s'arrête jamais. Quand vous êtes dans une boîte aux 4 jours, il y a ce jour off qui permet complètement de déconnecter, de faire les choses que vous n'avez pas le temps de faire, même si c'est des courses, vous allez aller dans un supermarché vide, il n'y a personne en semaine. Et de prendre ce temps. Du coup, quand vous allez arriver dans le week-end, vous avez vraiment 2 jours de week-end. Même s'il reste 3 trucs à faire, c'est pas grave, le week-end, il existe, il est vraiment entier. Et vous recommencez une semaine de 4 jours derrière.
Donc en fait, c'est un rythme qui est très rapide, très fluide, comme je vous le disais tout à l'heure, sans souci perso et autres. Et du coup, vous êtes bien. Et vous attendez pas les vacances pour vous reposer, vous attendez juste le week-end. Et les vacances, c'est juste du bonus. C'est un moment de plus, mais il n'y a pas ce truc où on se dit c'est quand mon break en fait, parce que je m'épuise. En fait, on retrouve le bon équilibre de vie. C'est ça en fait qui répond à la question. Est-ce que ça a impacté aussi peut-être les congés, les RTT, les choses comme ça? Il y a eu un impact? Alors, il n'y a plus d'RTT, parce qu'en échange des 11 RTT, on a 47 jours. Donc, on est un peu gagnant au final. Mais à part ça, non, ça n'a rien impacté. Il y a les mêmes congés, tout le reste est pareil. Est-ce que vous pensez que c'est un modèle qui est réplicable d'un point de vue macroéconomique? Est-ce qu'il y a des secteurs qui, pour vous, ne pourront jamais vraiment le Alors, faire? ça va vraiment dépendre des métiers. On parlait de l'ASVEL, du sport, ils ont 2 mois de vacances. On parle des profs, ils ont des mois de vacances. Les profs pourraient peut-être travailler sur 4 jours, mais ils ont des copies à corriger, c'est pas aussi simple. Ou on pourrait parler de l'agriculture, par exemple, les vendanges, ça se fera toujours en 5 jours. On ne va pas les faire en 4 jours sur une période de 2 semaines ou de 3 semaines. Il y a des métiers où les rythmes de travail seront toujours plus intenses parce que le métier marche par à-coup. Après, sur des métiers qui sont à l'année, oui, je pense que ça peut s'appliquer partout. Si on essaie d'extrapoler, d'aller encore plus loin, donc là, il y a une logique de réduction du temps de travail. Est-ce que pour vous, ça peut même vouloir dire à long terme, vouloir réduire la volonté de recherche de profit, la volonté de recherche de croissance, et c'est une logique Alors ça, qui tient selon vous ou pas? c'est encore un autre sujet. Alors, ça l'empêche pas aujourd'hui en tout cas. Le truc, ce qui fait que plus de boîtes peuvent y passer, c'est clairement, on se rend compte qu'on peut maintenir sa croissance malgré un passage à semaine de 4 jours et 32 heures. Là, le sujet, c'est la décroissance, qui est sans doute un sujet qu'il va falloir prendre en main dans les années à venir. En tout cas, une croissance différente, ça c'est sûr. Une croissance moins basée sur la consommation de biens physiques, on va dire. Et ça, c'est un vrai autre sujet, mais ça ne va pas forcément en corrélation avec, parce que là, clairement, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, en 4 jours 32 heures, on travaille mieux qu'en 5 jours 35 heures, donc c'est pire, c'est plus productif. Donc, par contre, c'est écologiquement mieux, puisqu'on ne se déplace pas pendant un jour. Il n'y a pas d'ordinateur allumé ce jour-là, il y a beaucoup moins de choses qui vont fonctionner, donc on a quand même des économies. Il y a une étude qui était menée en Angleterre, qui estime, alors on va dire le calcul était facile, mais il y a une vraie étude derrière qui estime à 20% les économies d'énergie diverses et variées qu'on peut faire grâce à cette journée en moins, même si ce n'est pas le même jour pour tout le monde, parce que ça induit aussi des changements de comportement des personnes dans leur vie perso, où ils vont moins se déplacer, etc. Et du coup, d'un point de vue managérial, est-ce que vous avez inclus dans votre analyse de la performance des indicateurs plus sociaux, plus environnementaux, ou est-ce que vous restez quand même proche d'indicateurs financiers? Alors, contrairement à d'autres boîtes, on a moins d'indicateurs, on n'est pas focusé sur les chiffres. Si je vous disais que sur LDLC, le site, on n'a jamais fait un test AB, qu'on n'a pas de données, qu'on n'a pas de données. On a des données comme les boîtes il y a 40 ans, c'est-à-dire qu'on a votre nom, votre prénom, votre âge, vos commandes, et puis voilà. Ce que vous faites sur le site, on s'en fout complètement. Et que ça ne nous a pas empêché de grandir et de manger nos concurrents qui l'ont tous fait, inversement. Il n'y a pas besoin de cette boulimie d'informations qu'on peut récupérer pour arriver à faire des choses. Donc, ouais, il n'y a pas besoin de faire trop de trucs à la fin, quoi. Alors, si vous ne vous basez pas sur des chiffres, c'est quoi? C'est que vous avez peut-être une meilleure perception de ce qui se passe autour de vous? Je vais vous prendre un exemple très concret. Il y en a peut-être qui pensent chez vous, LDLC, c'est cher. Oui, LDLC est plus cher que la concurrence parce qu'LDLC n'a jamais perdu d'argent alors que tous les autres ont vendu à perte pour prendre des parts de marché en étant financés par de l'argent qui était injecté par des fonds derrière, mais des prix qui étaient en réalité non praticables économiquement pour une société. Nous, on a toujours fait le choix de faire des prix qui permettent à la société de vivre, d'être considéré plus cher que les autres, parfois même comme un voleur parce qu'on est plus cher. Non, on est juste une boîte qui fait des prix qui permettent de survivre. Et c'est ce qui fait qu'à terme, on a racheté tous nos concurrents. On a le sentiment qu'on est le méchant qui rachète les autres, mais non. On est juste celui qui rachète ceux qui ont essayé de faire des prix qui étaient infaisables pendant des années pour résister à un Américain qui fait la même chose. La question c'était, parce que je me suis perdu en route. Par rapport aux chiffres, du coup, vous vous servez de beaucoup moins Et d'indicateurs. donc au niveau indicateur, pour prendre un exemple très concret, il y a 15 ans, 20 ans, je ne sais plus exactement, il y avait une étude qui disait sur Internet,
70% des clients regardent en premier le prix. Et moi, j'ai lu 30% des clients regardent pas le prix en premier. Donc, c'est eux que je vais aller chercher. Et les 70% qui regardent le prix, ils iront sur nos sites concurrents. Mais on va se focuser sur le reste. Par contre, comme on va ignorer ce critère, on doit répondre à 100% des autres critères. On doit avoir le meilleur service client, on doit avoir la meilleure qualité de service, on doit livrer rapidement, on doit faire tout le reste de façon parfaite. Mais on va ignorer ce critère-là et c'est comme ça qu'on va se développer. Donc des indicateurs, on va en avoir, mais des tout petits. Aller chercher celui qui est important et pas chercher à tout comprendre, tout analyser dans tous les sens. Je vais dire le contraire de tout ce que vous entendrez à beaucoup d'endroits. Ça sert à rien. C'est pour ça que c'est intéressant. Allez-y. Non, mais l'IA, aujourd'hui, on peut calculer plein de choses, on peut sortir des datas dans tous les sens, on peut faire des reportings à tout va. On peut faire surtout plein de réunions autour de tous ces reportings, payer des gens à les analyser, et à la fin, on n'est pas complètement con avec notre cerveau, et il y a des choses qu'on peut penser tout seul. Quand je vous dis qu'il n'y a jamais eu un test AB sur LDLC, c'est vrai, et quand on se pose vraiment la question de qu'est-ce qu'on devrait faire à cet endroit-là, on va sur Amazon, on regarde ce qu'ils ont fait, on dit bon, ça doit être ça. Ils ont dû faire 200 000 tests AB, donc s'ils font comme ça, on fait un truc qui ressemble et on sera pas mal. Alors, peut-être préciser ce que c'est un test AB. Ah oui, un test AB, c'est quand vous arrivez sur une page, une fois sur deux, vous allez voir une page différente, suivant le client que vous êtes. Et puis à la fin, on va regarder la page qui marche le mieux et on va garder la solution qui marche le mieux. Alors il y a des tests ABC ou autres, mais voilà, c'est d'essayer par les flux des gens qui passent, de savoir quelle est la meilleure solution. Et tout ça, on ne se l'est pas posé. Parce qu'en fait, c'est pareil, quand vous faites ça, il faudra analyser beaucoup plus loin. Parce que peut-être qu'il y a une majorité des gens qui répondent positivement, mais si c'est les nouveaux clients qui répondent positivement et que les anciens détestent, vous perdez tous vos anciens clients sans le voir. Donc c'est même pas fiable en plus ces trucs-là. Et donc on est très intuitif juste sur ce qu'on pense nous-mêmes. Je vous disais tout à l'heure, on va sortir demain la garantie 3 ans. Cette idée, alors elle est là pour le coup, c'est du développement, c'est dans la durabilité des produits, c'est de dire nous on va s'engager à vous les garantir 3 ans pour que vous puissiez les garder plus longtemps et être tranquille. Avec une option à 5 ans qui sera pas chère pour dire vous pouvez même les garder 5 ans de façon sûre sans payer trop. On n'a fait aucun test. On y va. On verra. Récemment, je ne sais pas si vous avez pu voir dans l'actualité, il y a eu des annonces d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne pour 100 jours pour essayer de revoir un petit peu le mode de travail des Français. Il y a un rapport qui est sorti sur reconsidérer le travail. Et dans ce rapport, la question des 4 jours, elle apparaît qu'une seule fois. Donc assez peu, dans un rapport de plus de 80 pages. On y apprend qu'il y a 2 Français sur 3 qui aimeraient reconsidérer le travail avec une plus grande flexibilité. Dans cette logique, et en fait, dans le même temps, le rapport il précise qu'il n'y a pas vraiment de réponse sur les effets à moyen long terme d'une semaine de 4 jours. Est-ce que vous avez déjà été en relation avec des pouvoirs publics audités pour justement répondre à ces interrogations-là aujourd'hui? Alors, j'ai pas été audité, mais ils sont venus me voir pour en parler. Donc ça les intéresse, le sujet n'est pas complètement clos, mais effectivement, il y a beaucoup de freins, beaucoup de peurs sur la durabilité de la mesure, sur est-ce que si on le met en place, c'est pas l'effet bonus, et puis ok, c'est super efficace au départ, et puis ça l'est plus ensuite. Et puis, vraiment, on a ce traumatisme des 35 heures en France qui fait que comme moi je parle de réduction de temps de travail en même temps, ça fait peur. Ce à quoi je leur réponds, un entrepreneur, la première chose qu'il apprend, c'est qu'on ne s'arrête pas sur un échec. C'est pas parce que les 35 heures à forêt qu'on ne doit plus penser aux 32. Mais sur 4 jours, c'est super important. Parce que sur 5 jours, ça ne marcherait pas. Mais voilà, le sujet est long. Tous les partis, pour le coup, je peux vous le dire, sont tous venus me voir. Ils en ont tous parlé, ils l'ont tous en tête, et ils le voient tous comme une solution pour demain, sans se dire que c'est la solution. Et à aucun moment, en voulant l'imposer, je ne pense pas qu'il fallait l'imposer. Je pense qu'il faut que, parce que ça, c'était un des traumatismes quand les 35 heures sont installées, c'est de forcer les gens à bouger, à changer. Par contre, il faut démontrer que ça marche de plus en plus pour que les gens aient envie de suivre le mouvement de façon naturelle. On arrive sur les dernières questions de notre entretien. Moi, j'aurais déjà une question au niveau de LDLC. Quelles sont les évolutions à venir? Vous nous avez parlé de la garantie 3 ans. Qu'est-ce que vous projetez pour les prochaines années? Quelles sont les nouveautés qui vont arriver? À niveau des produits, je ne sais
pas, ça continue à évoluer, mais il n'y a pas de. Enfin, j'ai pas de trucs en tête qui vont être révolutionnaires. Des écrans qui vont plus vite, des cartes qui vont plus vite, mais à part ça, pas ou plus grand ou plus de meilleure qualité d'image ou autre, mais pas de trucs euh, révolutionnaires ou trucs sans prise ou autre. Après, nous, dans la croissance, comme je vous le disais, la priorité chez nous, maintenant, c'est de grandir, mais à travers le bien-être des équipes. Et puis, on verra bien. On se laisse porter quelque part avec une ambition en interne. Quand je plaisante avec les salariés, je leur dis quand même, un jour, on rachètera Amazon. Je sais que ça n'arrivera pas, ou probablement pas, mais pour la petite histoire, au début, il y a 15 ans, je leur disais, un jour, on rachètera la FNAC, et ça pourrait arriver, donc j'ai changé. C'est pas pour demain, c'est pas un scoop. Mais on est à une taille où on pourrait commencer à se poser la question. Donc en fait, l'idée de ça, c'est toujours avoir un objectif qui est très loin, inatteignable. Mais on se dit on avance, on voit où on va découvrir tous les jours, on aura des idées tous les jours. Si vous m'aviez vu il y a 2 mois, je ne vous aurais pas parlé de la garantie 3 ans, j'en avais même pas l'idée. C'est arrivé un matin comme ça et j'ai dit tiens, on va le faire parce que ce serait sympa. Donc j'ai pas de projet très concrètement là tout de suite, enfin j'ai quelques trucs que je peux pas vous dire. Mais Vous êtes sûr? Vous pouvez pas nous dire? non, même en scoop, je peux pas. Après, si on parle de social, on a encore fait des choses. La dernière mesure qu'on a mis en place, la toute nouvelle, c'est congé parental pour père et mère de 20 semaines dès le premier enfant. D'accord. Et puis dernière question, d'un point de vue plus personnel, vous êtes de plus en plus visible autour de cette semaine de 4 jours. Vous êtes un peu l'ambassadeur de cette nouveauté-là. Est-ce que vous avez pour objectif justement de le porter partout où vous le pourrez, ou est-ce que c'est plutôt une périodique? Alors, en fait, j'aimerais qu'il y en ait d'autres qui en parlent parce que moi, ça me prend beaucoup, beaucoup de temps. Je n'ai même pas posé la question de combien de temps je travaille par semaine, mais en fait, moi, je dois être à 32 3... heures, n'est-ce pas? Je suis à 3 jours par semaine. Par contre, je passe 2 jours off à parler de la semaine de 4 jours. Voire cette semaine, pour être très transparent, j'en parle tous les jours. Mais oui, le côté ambassadeur, pourquoi? Parce qu'en fait, quand je vois les équipes aujourd'hui chez moi, que je vois à quel point elles se sentent bien, à quel point on a enlevé ce problème de stress, de tout ce qu'on peut entendre dans la société, charge mentale, stress, tous ces trucs-là n'existent plus dans la boîte. Quand je les ai vus il y a 2 ans, les équipes, je les vois tous les ans, on parlait, et puis à un moment, ils m'ont posé une question qui était « c'est quoi ta prochaine idée ?» Dans le sens « qu'est-ce qu'on va faire de mieux encore ?» Et je leur avais répondu « quand je vous vois, quand je vois le bonheur, franchement, que je peux lire en vous, on va rien faire de plus. » Et pourquoi on va rien faire de plus? Parce qu'aujourd'hui, on est une entreprise qu'on voit de l'extérieur, qu'on prend un peu comme un ovni. Parce que globalement, une entreprise de 1000 salariés ou 4 jours, c'est pas possible, ça tient pas. Et puis, ça s'applique pas à moi, se disent la majorité des gens. Il faut qu'on arrive à convaincre les autres que ça marche. Et si on fait plus de trucs, si on est encore plus innovant, au lieu d'un tour d'avance, on va en avoir 2. Et quand quelqu'un a 2 tours d'avance, on n'essaie plus de le rattraper. Donc en fait, on est dans ce mode où on essaie de faire que d'autres essayent de venir dans le rythme. Et pourquoi ça? Parce que finalement, quand je vois ces équipes qui sont aussi heureuses, je me dis que si ça s'appliquait à 20, 30, 40% des Français, c'est le pays qu'on changerait. Et la phrase que j'ai dit à mes salariés il y a quelques années, donc, qui était on va s'occuper de nous et après la société se portera bien. Si on fait la même phrase au niveau national, ça porte plus et c'est sympa. Et ça changerait le pays. Moi, je pense que c'est parfait pour finir là-dessus. Merci beaucoup pour cet entretien et pour Merci. avoir accordé du temps à nos questions. C'était un plaisir. Merci.